Tatia, qui co-dirige le Master Data Protection Management avec moi, et par deux anciens diplômés, Gita Lamrani et Nicolas Blin. Bonsoir à tous les trois. Alors, quel est Bonsoir le... Xavier, bonsoir à Bonsoir. tous. Bonsoir. Merci. Quel est le sommaire de ce webinaire? Donc, vous le voyez sur la diapositive. Donc, je vais présenter rapidement les intervenants de ce webinaire. Je leur laisserai compléter cette petite présentation s'ils le souhaitent. Je parlerai ensuite du Master spécialisé Data Protection Management, MSDPM en abréviation. Nous consacrerons un temps d'échange substantiel, plus long qu'à l'accoutumée, à essayer de répondre à vos questions. J'espère que vous en avez beaucoup. Et si tel n'est pas le cas, ben, évidemment, nous en avons nous aussi. Alors, je commence par le premier point de ce webinaire, la présentation des intervenants. Et comme j'apparais en premier, ben, je me présente tout d'abord. Donc, je suis Xavier Strubel, je l'ai dit, je suis professeur de droit du numérique à IMTBS, Institut Mines-Télécom Business School. Je suis docteur habilité à diriger des recherches en droit privé. Et je suis le fondateur de ce master spécialisé que je co-dirige avec Fabrice. Je suis aussi membre expert du comité technique observation de la fonction de DPO auprès de l'AFPA, l'Agence pour la formation professionnelle des adultes, qui a mené des enquêtes ces dernières années pour le compte du ministère du Travail. Fabrice, je te présente rapidement. Donc, tu es ingénieur général des mines, ancien élève de l'école polytechnique de l'X, et tu es aussi docteur en droit. Depuis plusieurs Merci. années, tu es le délégué ministériel à la protection des données du ministère de l'Intérieur. Tu es un auteur prolixe, puisque tu as écrit plusieurs livres de référence sur le RGPD et le droit des données personnelles, et tu as co-dirigé la publication d'un code annoté du numérique, publié chez LexisNexis, qui en est déjà à sa cinquième version, si je ne me trompe pas, 2025. C'est dire l'inflation des normes juridiques en matière de numérique. Gita Lamrani, donc vous êtes juriste de formation, vous êtes diplômé de la 7e promotion du MSDPM, vous avez effectué l'année dernière votre alternance à la Française des Jeux, et puis à la fin du Master Data Protection Management, vous avez obtenu un poste chez TNP Consultant et vous êtes aujourd'hui Data Privacy Consultant chez TNP Consultant. Nicolas Blin, est juriste et linguiste de formation, et comme Gita, il est un ancien de la promotion 2024 du MSDPM. Il a effectué son alternance chez Bouygues Énergie et Services, et aujourd'hui, il est délégué à la protection des données de la société Equance, qui est une filiale du groupe Bouygues, qui compte 90 000 employés. Et Nicolas nous expliquera comment il a obtenu ce poste qu'il occupe depuis son alternance. Je présente rapidement l'école, donc IMTBS, donc, et puis ensuite le MSDP. Alors, IMTBS, donc IMT Business School, c'est la grande école de commerce de l'Institut Mines Télécom. L'IMT, donc, est un grand établissement public d'enseignement supérieur et de recherche, sous la tutelle du ministère de l'Économie et des Finances. L'IMT regroupe 7 des plus grandes écoles d'ingénieurs de France, notamment Télécom Paris. Et s'agissant de notre école, IMTBS, notre campus est à Évry. Nous le partageons avec Télécom Sud Paris, une école d'ingénieurs membre de l'IMT. IMTBS est régulièrement reconnue comme la première école de commerce pour la valeur ajoutée qu'elle apporte aux étudiants dans le prestigieux classement du Financial Times, ce qui veut dire que cela se traduit par un excellent retour sur investissement pour tous nos diplômés. IMTBS se positionne comme l'école de l'intelligence digitale pour le bien commun. Et je souligne que IMTBS s'efforce d'apporter à tous ses diplômés une double culture manager et une culture numérique. Et cette double culture, elle est au fond au cœur de l'ADN de l'école depuis plus de 40 ans. Et cela se retrouve dans toutes les formations de l'école, hein, qui vont du bachelor jusqu'au doctorat. Et ces formations sont alignées sur les besoins des entreprises et le marché du travail, et tel est le cas du master spécialisé Data Protection Management que je vais rapidement vous présenter à présent. Alors, le master Data Protection Management poursuit deux objectifs, et ce depuis le lancement du programme en 2018. Alors, le premier objectif,
et de former des professionnels de la protection des données très qualifiés dont les organisations, aussi bien publiques que privées, ont encore grand besoin, notamment parce que beaucoup d'entre elles sont tenues de nommer un délégué à la protection de données en application du RGPD. Le deuxième objectif est de permettre à nos étudiants d'exercer, s'ils ne souhaitent pas être DPO, ou d'évoluer, s'ils ont été DPO, vers d'autres postes en matière de management de la protection des données, par exemple consultant ou juriste spécialisé. Alors, un point important à souligner, et j'espère que nous pourrons y revenir durant ce webinaire, est que le programme du Master Data Protection Management a été renforcé considérablement cette année pour intégrer pleinement les enjeux juridiques de l'IA dans notre formation. Notre ambition, et j'ose même dire notre obsession, est de bien former nos étudiants au métier de la protection des données dans un contexte marqué, peut-on s'y soustraire d'ailleurs, par la généralisation de l'intelligence artificielle et l'adoption récente du règlement européen sur l'IA le 13 juin 2024. Alors, le programme du master ainsi revisité permet, vous le lisez sur la diapositive, d'acquérir des bases fondamentales de droit, de cybersécurité, des méthodologies pour l'exercice des métiers de la protection des données. Le programme permet de concevoir et de gérer des programmes de conformité légale, de données personnelles et de l'IA, et aussi de déployer une stratégie de protection des données de l'IA éthique et responsable. Alors, concernant les profils que nous recherchons, il y a les profils des professionnels. Donc, alors, il peut s'agir de responsables de conformité, de juristes, d'ingénieurs, mais le MSDPM est aussi ouvert aux candidatures d'étudiants qui ont un bac plus 5. Alors, ça peut être un master de droit, de gestion ou d'autres disciplines, ou un diplôme équivalent. Euh, Nous accueillons toute personne qui souhaite se former à la gestion de la protection des données. Diapositive suivante, merci. Xavier, si je peux ajouter à cet endroit-là, Oui, tu viens de le dire, nous accueillons tous les profils. C'est parce que le métier de délégué à la protection des données est un métier qui requiert des compétences très variées. Ce n'est pas un métier juridique, c'est pas un métier technique, c'est pas un métier organisationnel, c'est tout ça à la fois. Et donc, absolument. du coup, c'est pour ça que nous pouvons prendre des étudiants qui ont toutes les origines. On peut prendre des gens qui ont des formations d'informaticiens, on peut prendre des juristes, on peut prendre des comptables, parce que de toute façon, il va falloir qu'ils acquièrent les autres compétences pour compléter leur spectre de capacités. Et le programme a justement été fait pour mettre tout le monde à niveau. Ceux qui n'ont aucune notion de droit, nous les mettons à niveau en droit, et ceux qui n'ont aucune notion de technologie ou encore plus de cybersécurité vont être mis à niveau en cybersécurité. Et bien sûr, ils vont tous être mis à niveau en IA, parce que je suppose que voilà, le juriste qui a fait des études classiques n'a sûrement pas vu l'IA à l'époque où il a fait ses études. Pas plus que Absolument. l'informaticien d'il y a 10 ans. Absolument. Et encore moins moi-même, voilà, quand j'étais à Télécom il y a 20 ans, évidemment, on ne parlait pas d'IA. Voilà. Alors moi, bon, qui suis un peu plus ancien que toi, Fabrice, il se trouve que j'ai déjà été formé à l'IA. Alors à l'époque, ça s'appelait les systèmes experts, mais c'est une autre histoire et il serait déplacé de la narrer, de la raconter dans ce webinaire. Alors, je reviens au MSDPM et merci Fabrice pour ces précisions complémentaires auxquelles je souscris totalement. Donc le MSDPM, donc vous le voyez sur la diapositive, c'est une formation triplement accréditées. Alors, à quoi ça sert ces accréditations? Alors, elles sont internationales. Je ne peux pas vous commenter les acronymes, hein. ACSB, c'est l'organisme américain d'accréditation de notre école. L'AMBA, c'est l'organisme britannique. Et la CGE, ça veut dire Conférence des grandes écoles. Alors, ces accréditations, ce sont des labels de qualité et de confiance, labels qui sont difficiles et longs à obtenir. Alors, le MSDPM, c'est une formation diplômante. Le diplôme se situe après un master d'une université, donc c'est un bac plus 6. Et en plus du diplôme, le, le- le master, c'est aussi une reconnaissance professionnelle avec un titre RNCP, donc du Répertoire national des certifications professionnelles de niveau 7, qui est intitulé chez nous Management de l'innovation. Alors, nous avons conçu un programme de haut niveau académique
très professionnalisant, le plus complet possible et le plus polyvalent aussi. La formation est organisée en 2 semestres, hein, donc qui commence en septembre, donc la prochaine rentrée en septembre 2025 et se finira en septembre 2026. La formation compte 420 heures de cours qui sont étalées sur 11 semaines. C'est une formation à temps partiel. Le rythme de ce temps partiel est de 3 semaines en entreprise et une semaine de cours dans les locaux d'IMTBS à Paris. C'est aussi ce rythme un élément différenciant par rapport à des formations concurrentes qui ont un choix, hein. L'alternance est fortement encouragée chez nous, notamment pour la prise en charge par une organisation du coût du programme. Plusieurs contrats sont possibles, hein, contrat d'apprentissage bien sûr, mais aussi contrat de professionnalisation si on a passé l'âge autorisé pour l'apprentissage. Alors, exemple de mission exercée par nos anciens diplômés, assistants DPO par exemple. Alors, s'agissant de l'architecture de la formation, ce que je souhaite dire, c'est que le premier semestre de la formation permet d'acquérir toutes les expertises nécessaires pour l'exercice des métiers de la protection des données et de l'intelligence artificielle. Ce semestre comprend des cours approfondis de droit des données, de droit de l'intelligence artificielle, de techniques contractuelles, des méthodologies, notamment celles du DPO. On va acquérir aussi des connaissances en cybersécurité et en gestion de projet, notamment. Le deuxième semestre de la formation va apporter à nos étudiants, nos participants, les savoirs managériaux nécessaires à l'exercice des métiers de la protection des données. Et c'est au cours de ce deuxième semestre que les étudiants vont aussi acquérir des savoir-faire, des savoir-être, des soft skills qui leur seront très utiles dans leur carrière. Alors, les cours enseignés, vous le voyez, sont le management des organisations des données, le management relationnel, avec la Commission nationale informatique et liberté, avec les différentes directions de l'entreprise, avec les sous-traitants. Le programme comprend aussi le management éthique et responsable. Nous avons aussi beaucoup de conférences sectorielles pour tous les aspects qui intéressent notamment le métier de DPO qui n'auront pas été vus dans d'autres cours. Et ce deuxième semestre inclut aussi, et ça c'est un élément différenciant de notre programme, la participation à une conférence internationale, la Computer Privacy and Data Protection. Et à ma connaissance, nous sommes les seuls à proposer cela aujourd'hui. Cette conférence, peut-être que Gita et Nicolas pourront nous en parler tout à l'heure, hein. En tout cas, leur ressenti se déroule chaque année à Bruxelles. C'est une très grosse conférence qui regroupe 1000 à 2000 participants. Chaque année, la CPDP traite un thème d'actualité. Et cette année, le titre de la conférence est The World is Watching. Alors, ce qu'il faut noter juste rapidement sur cette conférence, c'est qu'elle fait intervenir des universitaires qui viennent d'universités du monde entier, notamment américaines, mais aussi des grandes entreprises internationales. Alors, il y a Google, il y a Meta, notamment. Le deuxième semestre du MSDPM comprend aussi un dispositif d'enseignement original que nous avons intitulé la clinique du délégué à la protection des données. Alors, les finalités de cet enseignement clinique sont de deux ordres que je rappelle rapidement. D'une part, permettre aux étudiants d'assimiler le programme tout en le pratiquant à partir de véritables cas qui sont posés par des TPE-PME, notamment des startups technologiques qui viennent nous consulter. La deuxième finalité est de permettre gratuitement aux TPE-PME confrontés à des questions de mise en conformité ou des questions liées à l'intelligence artificielle d'avoir un éclairage sur leur situation, éclairage donné par nos étudiants. Pour être diplômé du MSDPM, il faut valider tous les modules du programme, hein, mais aussi soutenir une thèse professionnelle. Dernier point, je précise, c'est un élément important et différenciant. L'équipe pédagogique du Master Data Protection Management est composée d'enseignants-chercheurs d'IMTBS, de Télécom Sud Paris, des universitaires, mais aussi de nombreux experts, praticiens chevronnés, des DPO, des avocats, des agents de la CNIL. Alors tous ces enseignants sont des spécialistes de la protection des données ou plus généralement du numérique. Diapositive suivante. Voilà. Alors, nous vous accompagnons, aussi bien Fabrice que moi. Alors, moi, par profession, je consacre, disons, l'essentiel, disons, la grande majorité de mon temps d'enseignant-chercheur à la direction du MSDPM.
Et je m'efforce, autant que faire se peut, d'être le plus disponible pour les étudiants, non seulement pour les aider dans leur thèse professionnelle, mais également sur tous les autres aspects de leur scolarité. Bon, et peut-être que Guita et Nicolas pourront attester de notre accompagnement. Voilà, alors diapositive suivante. Les débouchés, donc là je passe la parole à Fabrice, qui connaît bien cela, parce qu'il, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais Fabrice est aussi administrateur de l'AFCDP, l'Association française des correspondants à la protection des données. Donc Fabrice, si tu veux nous commenter cette diapositive, s'il te plaît. Oui, donc c'est surtout pour dire que, comme l'a dit Xavier tout à l'heure, un certain nombre d'entreprises ont l'obligation d'avoir des DPO, donc il y a environ 90 000, je pense, entités qui ont embauché des DPO depuis 2018. Ces 90 000, ça ne veut pas dire 90 000 DPO, parce qu'un DPO peut servir pour plusieurs entités. Donc, on est plutôt de l'ordre de 30 000 professionnels, et ces professionnels sont répartis dans tous les secteurs d'activité, aussi bien dans le secteur public, tout ce qui va être collectivité locale, tout ce qui va être entreprise publique, tout ce qui va être administration, et puis également dans le secteur privé, les grandes entreprises évidemment, tout le secteur santé, et on voit ici sinon des exemples on voit un peu cette diversité ici, c'est-à-dire que je vois Métropole de Lyon, Système U, France Travail, BNP Paribas, Capgemini, donc vous voyez, il y a un peu vraiment tous les grands organismes qui ont besoin d'embaucher des DPO. Et quant aux organismes plus petits, le plus souvent, soit ils font appel à des consultants, et c'est pour ça que vous voyez aussi un certain nombre de sociétés de consulting dans cette liste, et que nous avons un certain nombre de consultants aussi parmi nos anciens. Donc soit recours à des consultants, soit recours à des DPO mutualisés, c'est-à-dire qu'un même professionnel peut travailler pour plusieurs entreprises ou pour plusieurs collectivités. Et donc, voilà, c'est ce qui fait le marché de l'emploi pour les 30 000 DPO, donc nos 30 000 collègues. Et pour ce qui est de nos anciens, donc là, vous voyez des exemples de salaires à l'embauche. Donc les salaires à l'embauche vont varier en fonction évidemment de l'expérience, en fonction de la taille de l'employeur, en fonction du niveau de criticité et des enjeux que représentent ces données. Et donc là, on a une fourchette d'embauche, sachant que voilà, des salaires beaucoup plus élevés peuvent être possibles, mais bien sûr vont être beaucoup plus rares. Mais que vous voyez là, 78% des DPO sont embauchés donc entre 35 et 45 000 euros. Merci Fabrice. Diapositive suivante. Alors, le calendrier, les modalités d'inscription. Nous sommes en pleine session de recrutement, hein, donc, qui a démarré récemment. Donc, là, et donc, si vous êtes intéressé, évidemment, il ne faut pas tarder à candidater, puisque nous allons clôturer l'examen des candidatures le 15 juin 2025. La rentrée, je l'ai dit, c'est en septembre. Voilà. Donc, la fin des cours, c'est fin juillet 2025. Et puis, les soutenances de thèse professionnelles sur le campus de l'école à Évry auront lieu donc en septembre. Voilà pour ce processus d'inscription. Alors, diapositive suivante. Alors, dans le master, on apprend intensément pendant toute l'année. On apprend évidemment le droit des données personnelles, la cybersécurité, enfin, toutes les matières que j'ai mentionnées tout à l'heure, mais on s'amuse beaucoup à utiliser l'intelligence artificielle, notamment pour égayer quelquefois une visite à Bruxelles. Et les étudiants l'année dernière ont entendu la chanson que j'avais essayé d'élaborer avec l'aide d'une intelligence artificielle. Et cette année, j'ai commis une nouvelle version de la chanson. Peut-être qu'on peut écouter quelques paroles de cette chanson. Donc. Dans un monde numérique où tout se dévoile, les données sont reines et les risques se voilent. L'UMS PPM, la clé de demain, pour protéger nos droits, pour tracer le chemin. Face à l'IA qui progresse et l'éthique qu'on adresse, une vision responsable pour un
futur qu'on caresse. Nous sommes les gardiens des données, ensemble pour vous protéger. De l'ombre du cyber au clair de la loi. Avec IMTBS, on trace notre voie. L'IA, tu ne nous feras pas peur. Avec stratégie et grand cœur. Data et IA, un défi à relever. Le MSDPM pour nous guider. Voilà, bon, c'était juste pour détendre l'atmosphère qui n'était pas d'ailleurs crispée, je rassure tout le monde. Alors, plus sérieusement, on va prendre maintenant des questions. J'espère qu'il y en a, mais sinon, rassurez-vous. Est-ce qu'il y a des questions qui nous sont poussées pour Guita, pour Nicolas, pour Fabrice, pour tout le monde? Bon, alors, en attendant, peut-être que certaines questions arrivent dans le fil de discussion. Je vais poser, c'est sans doute, en tout cas, c'est ce qu'on dit. Il est difficile de poser la première question. Alors, je vais me lancer. Et donc, moi, j'ai une question qui s'adresse aussi bien à Guita qu'à Nicolas. Donc, question assez classique, finalement, qui est de savoir qu'est-ce qui vous a finalement motivé à choisir, lorsque vous avez dû faire ce choix, l'EMS-DPM, parce qu'il y avait d'autres possibilités qui s'offraient à vous à l'époque. Donc, Guita? Alors, on ne vous entend pas. Est-ce que vous avez branché votre micro? Oui, Ah, voilà, on vous entend maintenant. là c'est bon. C'est bon. Je répète. Je vous disais bonjour à tous et j'espère que vous avez aimé la petite musique, la petite chanson IA qui était super, Xavier. Alors, pour ma part, sur le choix du MS, c'est vrai que moi, donc comme vous l'avez très bien dit, j'ai un background et un profil de juriste et j'ai décidé d'intégrer le MS et de postuler suite à mon Master 2. Donc voilà, moi je recherchais d'avoir un profil un peu plus complet, plus spécialisé en protection des données. Et donc j'avais fait un peu un benchmarking de l'ensemble des formations sur le marché et celle du MS DPM a été celle qui a attiré mon attention. Donc moi je recherchais vraiment une spécialisation. Je voulais être juriste en protection des données et l'ensemble des matières qui sont complètement pluridisciplinaires s'inscrivaient totalement dans le cadre de cette spécialisation. C'est vrai que moi, du coup, j'avais une appétence pour le droit du numérique que j'ai pu renforcer pendant cette année dans l'EMS. Il y a des cours qui sont très focus protection des données. Donc, si vous avez une petite connaissance qui n'est pas encore complète du RGPD, vous allez bien l'accroître tout au long de l'année. Et ce qui est bien aussi, c'est que la formation, elle est en alternance. Donc, ce que vous apprenez en cours, vous avez l'occasion de le mettre en pratique dans vos entreprises. Et vous sentez qu'au fur et à mesure du temps, vous montez en compétence à la fois sur le RGPD, sur l'IA Act désormais, puisque la formation a maintenant ce volet intelligence artificielle qui est vraiment indispensable. Et vous avez aussi une très grande qualité d'intervenants avec des avocats qui sont également spécialisés pour la partie juridique, mais vous avez également des techniciens de la cybersécurité. Moi qui étais complètement profane en cybersécurité, j'ai appris beaucoup et c'est quelque chose qui est toujours une plus-value, que ce soit dans des postes de juriste ou dans des postes de consultant, de comprendre ce qu'on vous dit lorsqu'on vous parle, lorsqu'un CISO vient vous parler dans une entité, lorsqu'on vous parle de chiffrement, etc. Donc moi, c'était quelque chose que je connaissais pas du tout et c'est vraiment des compétences que j'ai vraiment pu accroître et acquérir et qui me sont actuellement indispensables dans ma fonction de consultant. Voilà pour ma part. Je te laisse la parole, Nicolas. Oui, merci Nicolas. Effectivement, ça serait intéressant de vous entendre aussi. Oui, je serai sûrement plus bref. J'ai connu l'IMTBS pour la première fois dans le cadre d'un webinaire comme celui-ci. Alors moi, à l'époque, j'ai postulé aussi à l'ICEP. J'avais également été pris et j'ai dû faire un choix
un choix entre les deux formations et j'ai choisi l'IMT notamment pour le rythme d'alternance, voilà, qui convenait particulièrement à mon employeur parce que j'avais aussi déjà trouvé l'entreprise où je suis encore aujourd'hui. Donc voilà, le rythme par semaine qui mettait des rythmes plus complets et donc qui est généralement plus accepté par les employeurs pour le suivi projet. Sinon, au-delà de ça, effectivement, c'était pas mon unique critère. J'ai aussi aimé à l'IMT le côté management. Alors moi, comme je suis de formation juriste, je cherchais pas tant à me renforcer sur les compétences juridiques, mais plutôt sur les aspects aussi techniques et managériales, puisque ce sont effectivement les trois piliers et les trois grandes compétences transverses que doit avoir un bon DPO. En tout cas, moi, je suis DPO. Donc, c'est vraiment les compétences que j'utilise tous les jours et que je m'amène aussi à améliorer. Également la réputation d'IMT, l'IMTBS, Institut des mines télécom, donc qui n'est plus à faire, conférence des grandes écoles, le statut public aussi et la reconnaissance finalement du diplôme à long terme. Euh, voilà, ce sont les aspects principaux me concernant et ma motivation à rejoindre l'IMT. Et j'en suis aujourd'hui très content. Merci Nicolas et merci Gita. Alors je me tourne vers le fil de conversation. Donc il y a une question qui est en train d'être rédigée. Là, c'est donc quelqu'un, donc c'est Carona Silmon, donc, qui est étudiante à IMTBS, donc qui en fait pose une question qu'on peut généraliser, qu'un étudiant peut se poser. Donc là, on s'adresse plutôt à un public étudiant, jeune public, savoir si finalement, en intégrant le MSDPM, est-ce que ça va constituer, lorsqu'on sera diplômé, une plus-value sur le marché du travail. Là, je vais encore demander à Guita et à Nicolas, et puis si Fabrice veut aussi répondre après, ça sera avec grand plaisir. Donc on va commencer par Guita. Est-ce que l'obtention de ce master spécialisé, ça a été une plus-value, non seulement pour l'obtention de votre poste actuel, mais également au-delà? Alors effectivement, c'est vrai que moi, le MSDPM m'a ouvert plusieurs portes et j'ai réussi à avoir un CDI très vite. J'étais toujours en alternance, toujours au cours de mon année quand j'ai réussi à décrocher mon contrat. Donc c'est vrai que, voilà, en tout cas dans le domaine du conseil, c'est vraiment un master qui est reconnu et qui est connu par l'ensemble des professionnels consultants. Donc, moi, j'ai vite été intégrée dans le processus de recrutement et j'ai vite eu des réponses favorables. Et au final, j'avais quand même 3 choix et j'ai dû en sélectionner un qui est celui de TNP, d'intégrer TNP Consultant. Donc voilà, en tout cas, moi, je pense que la renommée du master n'est plus à faire, que ce soit auprès des directions juridiques également. Donc ça, c'est plus en entreprise et en interne. Tu me diras, Nicolas, ce que tu en penses. Qu'auprès des différents cabinets de consultants, que ce soit voilà, des cabinets qui sont très spécialisés en matière comme TNP Consultant ou encore d'autres cabinets comme les Big Four, comme Price ou encore Deloitte qui par moment recrutent des consultants en protection des données également. Merci Guita. Nicolas? Guita, vous a tendu la perche, le micro en tout cas. Oui. Moi, j'ai bénéficié d'une opportunité interne suite au départ en fait de mon tuteur d'apprentissage. Donc, ils m'ont fait confiance effectivement et et j'ai eu la flamme RGPD, comme on m'a dit. Voilà, si je peux pour répondre un peu plus précisément, oui, c'est une formation de plus de 400 heures, 440 heures, je crois. 420. Donc, ouais. Et donc, effectivement, il y a peu de formations de ce genre. Et quand vous arrivez sur le marché du travail avec plus de 400 heures de formation sur la data protection,
effectivement, c'est un avantage et voilà, on se rend compte effectivement que nos interlocuteurs ont beaucoup moins, enfin c'est des profils divers, ça, comme on a pu le dire tout au long de la réunion, et très peu d'interlocuteurs finalement a vraiment ces compétences spécifiques. Donc clairement, avoir une formation de ce type-là est une reconnaissance sur le marché du travail. Moi, sachant que moi, après ça, j'ai passé rapidement la certification AFNOR. Voilà, c'est la certification AFNOR, donc la certification des compétences du DPO. Et effectivement, là, on est plus sur des formations au départ de 35 heures pour avoir ce type de certification qui reste aussi très valuable sur le marché. Mais voilà, ça permet aussi de compléter cette formation. Merci. Alors, de rien, Carona, donc avec plaisir. Quelqu'un a levé la main, Tierno. Je ne sais pas si on a la possibilité de vous laisser poser la question, mais si oui, allez-y. Oui, donc bonjour à tous. Donc, merci pour cette belle présentation de cette formation. Donc, moi, je suis Tierno. Est-ce que tout le monde m'entend? Oui, très bien, on vous entend parfaitement. Voilà. Donc, moi, je suis Tierno Diallo. Donc, j'ai une expérience dans le secteur industriel en tant que responsable QSE, manager QSE, une dizaine d'années. Ensuite, bon, je suis consultant donc, depuis 2018. Donc, avec un niveau d'études de master, donc en ingénierie de projet. Donc voilà. Donc la formation, justement, moi, je l'ai découverte donc, sur LinkedIn. Donc effectivement, ça m'a assez intéressé. Et donc, notamment donc, avec ce que j'ai entendu donc, par Nicolas, donc notamment et Gita, et justement, je trouve ça intéressant parce que justement, moi, par rapport à ce que je propose aujourd'hui à mes clients, donc en cabinet, donc c'est vrai que c'est une demande que je ressens de plus en plus. Et donc, aujourd'hui, je souhaiterais effectivement voir comment m'organiser pour justement avoir aussi le diplôme. Donc, voilà. Donc, je suis dans la démarche avec l'assistante. Je ne me souviens plus du nom, donc on a échangé déjà. Et là, ce que je voulais demander, est-ce qu'à la fin, donc, ce serait possible justement de nous laisser les contacts justement des Oui, deux. oui, oui, c'est prévu, c'est prévu. Vous aurez une diapositive qui va afficher les contacts. D'ailleurs, Voilà, juste à la fin, voilà, donc avec Ophélie, donc qui nous écoute. Voilà, donc vous pouvez vous rapprocher d'elle, effectivement. okay. Voilà, donc merci. Donc on va prendre une autre question. S'il y en a une je regarde le fil de discussion. Je regarde le fil de discussion. Donc. Alors, une autre question est de savoir donc si les contenus de la formation viennent en aide aux certifications. Alors, je ne suis pas sûr de comprendre la question. Euh, alors, enfin, en tout cas, je vais peut-être laisser Fabrice. Si la question c'est est-ce que c'est une préparation à la Voilà, certification c'est ça. des Non. compétences, la réponse est non. Parce que déjà, comme l'a dit Xavier ou Nicolas, je crois que la certification, c'est quelque chose qui se fait d'habitude en 35 heures, donc nous, on en fait 10 fois plus. Donc évidemment, dans les 10 fois plus, ça n'empêcherait pas un de nos anciens étudiants de se présenter à la certification dans la foulée. Simplement, la certification, c'est un autre objectif. C'est un bachotage sur certaines parties du RGPD, alors que, comme il a été dit, nous, notre formation couvre beaucoup d'autres champs que simplement le bachotage juridique du RGPD. On couvre donc voilà, on couvre des aspects qui ne sont pas dans la certification. Tout ce qui est cybersécurité n'est pas dans la certification. Tout ce qui est management n'est pas dans la certification. Tout ce qui est pédagogie n'est pas dans la certification. Tout ce qui est médiation n'est pas dans la certification. Voilà, donc nous couvrons énormément plus de champs que ça. Et l'IA non plus n'est pas dans la certification. L'IA n'est pas dans. Alors, un point qu'on peut mentionner, effectivement, ça a été dit pas mal ce soir, mais donc on va, en tout cas avec la nouvelle mouture du programme, on va étudier le règlement sur l'intelligence artificielle, en tout cas dans son interconnexion avec le RGPD. C'est ça le cœur de nos préoccupations. Mais on va aussi, ça je ne l'ai pas souligné, mais on va aussi étudier les usages raisonnés, éthiques et responsables de l'IA. Quand je dis IA, c'est par exemple ChatGPT, mais pas que ChatGPT,
pour les missions qu'on doit exercer. Et ça, c'est un point qui n'est pas négligeable parce que je dis souvent aux étudiants, il ne faut pas avoir peur de perdre son emploi avec l'IA, mais par contre, il faut avoir peur de ne pas être recruté si on ne sait pas utiliser ces outils par rapport à un candidat qui sera retenu par un employeur qui, lui, saura utiliser ces outils. Donc ça, c'est la crainte que vous pouvez avoir. Et j'ajoute que nous sommes aujourd'hui pleinement dans l'ère de la cobotique, c'est-à-dire la coopération, je répète, intelligente, raisonnée et responsable avec les IA. Alors, autre question, je regarde le fil de conversation, je n'en vois pas directement. Alors, bon, moi je vais peut-être en reposer une à Guita et à Nicolas. Hein. Il est 18h45, donc on a encore un petit peu de temps. Question un petit peu qui rejoint celle de tout à l'heure, mais qui va la prolonger, qui consiste à savoir comment Guita, comment Nicolas, le master vous a-t-il préparé à vos fonctions actuelles, à la fois de Data Protection Officer pour Nicolas et de consultante pour Guita. Je me lance. Oui, allez-y. Alors, comme je disais, c'est vrai que j'avais une connaissance un peu superficielle de la protection des données, du RGPD plus particulièrement, avant d'arriver en poste et avant d'arriver, pardon, dans l'EMS. Donc, ce que la formation m'a apporté, c'est vraiment d'avoir cette connaissance très approfondie. Donc, c'est quelque chose que j'ai pu mettre en valeur quand j'ai négocié des contrats, puisque j'étais en alternance en entreprise à la Française des Jeux en tant que juriste nouvelles technologies et protection des données, que j'ai pu également mettre en valeur lorsque j'échangeais avec des opérationnels en alternance pour pouvoir les aider à cadrer leurs projets en termes de protection des données. Donc ça, c'est sur le volet RGPD à proprement parler, mais ce que le MS m'a également permis, c'est d'avoir justement cette expérience en plus en alternance qui a été une valeur ajoutée dans mon CV parce que moi, du coup, avant, j'avais enchaîné des stages, j'avais ma formation de juriste, mais j'avais pas eu de formation à long terme, alors qu'une alternance, voilà, c'est 1 an, c'est quand même, c'est pas négligeable dans un CV. Donc, actuellement, ce que ça m'a permis d'acquérir en plus, c'est vraiment, en tant que consultante, d'avoir déjà toutes les cartes en main pour conseiller mes clients. Actuellement, je suis détachée dans une entreprise dans le luxe. J'interviens en tant qu'assistante DPO. Donc, j'interviens sur de la conformité continue de projets en interne, mais j'interviens également dans l'évaluation des tiers qui viennent des prestataires qui ont vocation à travailler pour mon client. Donc, c'est vraiment très complet comme formation et à l'issue du MS, si vous aviez des doutes ou des lacunes, après, bien évidemment, la législation fait qu'on doit toujours se former. Mais en tout cas, en termes de protection des données et d'IA, vous allez avoir un profil très complet à l'entrée du marché. Merci, Guita. Nicolas, est-ce que vous voulez rebondir sur Oui. ce que je viens de dire? Alors moi, alors je crois que j'étais pas prêt au poste que j'ai parce que j'ai quand même un profil junior au départ. Bon, après, je bénéficie encore une fois de la bienveillance de mon entreprise et de mes supérieurs. Si je pouvais noter un point que m'a apporté l'IMT et la formation MSDPM, c'est les cas pratiques, enfin le déroulé des cours, des cas pratiques donc qui permettaient d'avoir donc des interactions avec les intervenants et aussi entre nous dans le groupe avec les participants. Et donc on a pu résoudre tout de suite voilà, être dans le concret, réaliser des situations voilà, qu'on devait résoudre, des sujets RGPD, parce que le RGPD, c'est quand même très abstrait pour la plupart des personnes, hein, même un juriste d'entreprise
de comprend rien au RGPD. Donc voilà, une fois en poste, on se retrouve un peu tout seul avec notre sujet. Et il faut qu'on le défende. Et donc voilà, c'est très bien dès le départ d'être immergé dans ces pratiques-là, puisque ça vous permet tout de suite aussi de comprendre les tenants et les aboutissants et qu'est-ce qu'on cherche à faire aussi avec cette réglementation qui est, faut le dire, assez complexe. En plus, à mettre en œuvre, elle est très complexe. Aujourd'hui, ça fait 7 ans que le RGPD est entré en vigueur et à peu près. Et je peux vous dire qu'il y a encore beaucoup à faire. Donc, je veux même pas imaginer pour l'IA Act, hein, mais bon, voilà, c'est des législations c'est de la réglementation européenne qui est très impactante pour les entreprises et voilà, qui demande beaucoup d'investissement en termes de ressources humaines. Et effectivement, la conformité, la conformité, on est souvent, on est du support, donc on est une charge pour l'entreprise. Et, euh, et donc on n'est pas forcément toujours très bien outillé. Donc voilà, vraiment la mise en pratique au départ, en tout cas de la formation, permet de vous mettre dans le bain tout de suite. Et en plus, derrière, vous faites de l'apprentissage. Donc vous êtes aussi en monde professionnel, donc vous avez d'autres cas pratiques. Et pour moi, il n'y a pas de meilleure formation que ça. Voilà, la pratique, l'expérience, être confronté à des cas nouveaux. Et comprendre en fait, parce que voilà, encore une fois, c'est très théorique, très abstrait, et pour moi, il n'y a pas de meilleur remède que la pratique. Voilà. Mhm. Merci beaucoup Nicolas, merci Guita. Alors peut-être sur un registre un peu plus, alors pas décalé, mais en tout cas moins expert, j'ai une question toujours pour Guita et pour Nicolas. Donc la question, elle est la suivante. Est-ce que vous avez une anecdote ou un souvenir marquant de cette année de MS que vous pourriez partager euh, et faire entendre à ceux qui nous écoutent? Et encore, si Fabrice a une Alors, anecdote, évidemment, ça sera un grand plaisir. alors pour ma part, anecdote ou souvenir marquant, ben, ça serait le voyage à Bruxelles. C'est vrai que, comme vous le disiez au début, on a la chance de participer à cette conférence, qui est une conférence vraiment très reconnue dans le domaine. Il y a des sommités et vraiment des personnes qui sont très connues et expertes en protection des données, en intelligence artificielle, qui interviennent et qui participent à des panels. Donc, c'est vraiment très enrichissant. Les sujets sont très variés. On a la chance de pouvoir faire son propre planning et faire son propre programme sur la base de l'ensemble des conférences qui sont proposées pendant ces 3 jours de conférence. Donc, pour moi, ça a été vraiment une très belle expérience, à la fois d'un côté professionnel, puisque j'ai pu apprendre plus, j'ai pu m'entretenir avec des personnes qui sont très reconnues en la matière. J'ai pu également pratiquer mon anglais parce que voilà, le caractère international fait que il y a des personnes qui viennent des 4 coins du monde. Et d'un côté plus personnel, voilà, il y avait cet esprit de camaraderie. On a passé du bon temps ensemble et voilà, on sent qu'on est parmi un groupe qui est quand même aussi soudé. Donc voilà, c'était quelque chose qui était très marquant et que je regrette absolument pas et que je suis ravie d'avoir connu et vécu au sein du master. Merci, Guita. Alors, Nicolas, est-ce que vous avez un souvenir aussi ou une anecdote qui vous a marqué pendant cette année de MSDPM? Toujours comme Rita, la fameuse conférence à Bruxelles, déjà parce que j'aime bien voyager. Et non, c'est toujours intéressant en termes de dynamique de groupe, voilà, de pouvoir faire ce genre de projet. Donc non, très très intéressant. En plus, on est vraiment dans le bain, on arrive, il y a des experts de partout, ça parle de données personnelles. Enfin, on est comme un poisson dans l'eau. Donc vraiment très très bon souvenir, clairement. Surtout que moi j'ai eu la chance d'être dans le groupe de conversation avec Max Schrem, pardon, qui avait été abordé à l'époque par Andy, hein, qui est d'ailleurs major de promo, félicitations à lui.
Et donc effectivement, Andy, donc le camarade qui a pas froid aux yeux et qui a tout de suite été voir Max Schreck, qui lui demandait s'il n'avait pas subi des pressions, etc. Enfin, comment il faisait. Donc voilà, c'est déjà intéressant de voir ce genre de figure. Et également, pendant cette même conférence, on a pu échanger avec du personnel de l'autorité de protection des données belges. Donc c'était intéressant aussi, ils nous exposaient leur vision de la CNIL, etc., qui avait d'ailleurs un grand rayonnement européen et international en termes de protection des données. Donc voilà, les petites anecdotes D'accord. partagées. D'accord. Bon, il y a une convergence en tout cas en termes d'anecdotes, puisque c'est Bruxelles, visiblement, outre les frites célébrissimes qu'on peut y manger, il y a aussi la conférence, la CPDP. Alors, pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas Maximilien Schrems, hein, qui est présenté par la presse de façon un peu abusive comme un activiste de la protection des données, en fait, c'est un ancien étudiant qui s'est fait connaître notamment lorsqu'il était étudiant en droit pour avoir osé demander ça s'appelait pas encore Meta, mais à Facebook, l'ensemble de ses données personnelles, ce que Meta a, dans un premier temps, refusé de communiquer. Et puis, après, devenu avocat, Max Schrems a fait invalider des, euh, des textes, enfin des décisions d'adéquation D'accord, importantes entre l'Union. transatlantique. Voilà. Donc, Il a trois décisions de la Cour de justice de l'Union européenne à son tableau de chasse. voilà. Et Il y c'est en a quelqu'un. sûrement une quatrième en cours, là. Voilà, puis c'est quelqu'un de très accessible. Il vient chaque année donc à la conférence de Bruxelles. Et voilà. Fabrice, tu voulais ajouter quelque chose sur peut-être une anecdote, Oui, bah peut-être? pour rebondir sur ce qui vient d'être dit par Guita et Nicolas, c'est surtout ce que je note, c'est l'alchimie qui s'opère pour former un groupe à partir de gens extrêmement divers. Extrêmement divers par les cursus d'origine, on a déjà Mhm. évoqué, mais aussi par les âges, puisqu'on a des gens qui ont de 25 à 65 ans. On avait, dans la première promotion, nous avions un jeune un haut fonctionnaire qui prenait sa retraite et qui se Mhm. reconvertissait Oui. dans ce secteur. Donc Mhm. voilà, donc des gens de tous âges, de toutes origines, de tout cursus donc professionnel. Mhm. Et c'est très complémentaire. Et je pense que voilà, les témoignages que nous venons d'avoir, c'est que finalement ça marche, ça finit par former un groupe. Mhm. Voilà, les juristes peuvent aider les informaticiens et vice-versa. Mhm. Et je trouve que voilà, ça c'est extrêmement enrichissant. Absolument. Et puis, comme Andy, alors Andy, c'est le prénom, mais Amordon est le nom, il réunit donc cette symbiose en fait que tu incarnes parfaitement entre l'informatique ou le numérique, on dirait, et le droit. Donc, puisqu'Andy avait aussi ce type de profil. Alors, donc une autre question, peut-être moins réjouissante, mais voilà, on joue la transparence au cours de ce webinaire. Et la question que j'ai envie de poser à Guita et à Nicolas est de savoir si vous avez rencontré, j'imagine que oui, si vous affirmez le contraire, j'en douterai, les difficultés que vous avez pu rencontrer pendant cette année de MS. Voilà. On est transparent vis-à-vis de nos auditeurs. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés? Et si oui, quelles difficultés? Alors pour ma part, c'est 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 une difficulté, mais enfin c'est un peu enfin on est obligé de passer par là. Ça a été de concilier, mais plus vers la fin de la formation, la rédaction d'une thèse professionnelle, ce qui est quelque chose qui est quand même conséquente. Il faut s'y mettre, il faut faire des recherches, il faut rédiger, il faut interviewer des personnes en fonction du sujet que vous choisissez. Donc moi, ma difficulté, ça a été de concilier cette rédaction qui était importante et qui me tenait à cœur aussi pour réussir cette année et ma formation et mes fonctions et mes missions en parallèle en tant que juriste dans l'entreprise dans laquelle j'étais en alternance. Mais au final, c'était une difficulté sur le moment, mais que j'ai su surpasser et qui n'a été que bénéfique pour moi, puisque voilà, à l'issue du MS, ça,
mon choix de sujet, c'est quelque chose aussi que j'ai pu convertir comme une valeur ajoutée dans mon nouveau travail, et c'est une expertise que j'ai pu apporter. Donc moi, j'avais choisi par exemple de faire ma thèse professionnelle et de la rédiger sur la réglementation et sur la législation marocaine relative à la protection des données. Et c'est quelque chose que j'ai pu mettre à profit de mes collègues consultants lorsqu'ils ont des questions qui touchent un peu à la législation marocaine, ou encore lorsque mon client actuellement a des interrogations sur des transferts de données à caractère personnel vers le Maroc. Voilà, donc moi, j'arrive à apporter ce petit plus qui m'a servi quand j'ai fait mes recherches pour ma thèse, et c'est quelque chose qui, au final, n'a été qu'une plus-value. Merci. Alors, avant de donner la parole à Nicolas, je me permets de rebondir rapidement sur ce que vient de dire Guita, qui est un point fondamental. Et moi, j'insiste beaucoup lorsque je fais réfléchir les étudiants sur le choix d'un sujet, c'est l'importance du choix de ce sujet dans le futur professionnel. Et je pense que l'exemple de Guita est, je pense, parlant, puisque, vous me corrigez si je me trompe, Guita, l'expertise que vous avez pu vous forger avec votre thèse professionnelle vous a permis justement peut-être d'avoir le poste que vous exercez aujourd'hui, et qui est en lien avec le Maroc, si je ne me trompe pas. Complètement. Enfin, je dirais que c'était une valeur ajoutée, et que c'était quelque chose qui m'a permis de rendre mon profil un peu plus attractif, de montrer que je me limite pas qu'à la législation et à la réglementation européenne, et que voilà, j'ai une connaissance de la législation plutôt africaine dans ce cas-là, maghrébine. Voilà. Merci. Alors Nicolas, est-ce que vous avez rencontré, vous, des difficultés pendant l'année de master? J'espère pas trop, mais Alors déjà, gros sujet, hein, le transfert, sachant qu'il faut toujours analyser la législation étrangère. Et moi, je suis confronté aujourd'hui à beaucoup de problématiques avec ça, puisque j'ai pas les ressources nécessaires pour ça. Donc voilà. Pas très original. Oui, la charge de travail, clairement, entre les cours et l'activité professionnelle, au bout du deuxième, troisième mois, se fait sentir en termes d'énergie. Donc, il faut s'accrocher, il faut se motiver, s'organiser. Mais voilà, encore une fois, c'est pas des difficultés insurmontables. Et une fois qu'on les a surmontées, on peut se valoriser, se féliciter. Donc voilà, c'est principalement la grande difficulté. Et voilà, et en plus après, ça donne de l'expérience, puisque moi aujourd'hui j'ai des charges de travail énormes, et j'ai profité de cette, on va dire, de cette année de formation en alternance, du rythme soutenu, pour continuer dans cette lancée et absorber et m'adapter aujourd'hui dans mon métier. merci. Alors, il y a une question qui nous est posée au travers du fil de discussion par Olga. Alors, je laisse de côté candidature, là, Ophélie Nomin vous a répondu, mais Olga nous demande, pourriez-vous nous dire quelle est la répartition entre les étudiants en formation initiale et les professionnels? De quel secteur d'activité proviennent les professionnels? Alors, je vais peut-être répondre à ces questions, sachant que, bon, on n'a pas fait des évaluations très précises, hein, donc ma réponse sera très, très, très large. La répartition, comme l'a dit Fabrice, on a une alchimie. L'alchimie, elle vient de cette mixité entre des professionnels, hein, donc qui ont de tous âges, hein, qui pour différentes raisons, souhaitent certains se reconvertir, d'autres approfondir un sillon qu'ils avaient déjà tracé. Voilà. Donc la proportion, c'est difficile à dire. On a plutôt quelques professionnels qui sont immergés dans, disons, un groupe d'étudiants qui souhaitent poursuivre leurs études supérieures. Le secteur d'activité, là aussi, c'est un petit peu difficile, mais disons, nos promotions sont composées majoritairement ces dernières années de juristes, mais il y a également des non-juristes, hein, notamment des personnes qui ont un profil plutôt technique, voire le profil de gestion. Voilà pour une réponse rapide. Alors, je regarde l'heure, il est qu'à 19h, on peut peut-être prendre une dernière question.
S'il y en a une dernière question. Est-ce qu'il y a une dernière question? Je me tourne vers le forum de discussion. Non, je ne vois pas de dernière question. Bah, écoutez, on va peut-être conclure hein, si on me donne le feu vert. Peut-être qu'on va donner un mot de conclusion à nos intervenants, Guita, Nicolas et Fabrice. Un mot rapide de conclusion, si vous le souhaitez, bien sûr. Guita? Oui. Alors, le fin mot du MS, ce serait vraiment une formation complète sur l'ensemble des sujets relatifs à la protection des données, que ce soit d'un aspect juridique ou technique. Une formation complète en matière d'IA qui est une réelle plus-value, et je vous le dis là de ma courte expérience depuis octobre, à quel point les sujets d'IA se font très nombreux au sein des entreprises. Donc franchement, avoir une casquette responsable officer AI, voire expert IA, c'est vraiment une plus-value. Et donc voilà, formation complète, des équipes qui vous accompagnent tout au long de l'année, que ce soit au niveau de votre formation en alternance auprès de vos entreprises qu'en école. Et voilà, donc ça ne fera qu'enrichir votre parcours professionnel et qu'enrichir votre expérience professionnelle également. Voilà. Merci beaucoup, Guita. Nicolas, tu voulais conclure un petit mot rapide? Oui. Non, bah, si vous aimez la protection des données, foncez, c'est un métier passionnant. Voilà, sincèrement, moi, je m'épanouis pleinement. J'ai enfin trouvé ma voie. Et encore une fois, je remercie l'IMTBS pour m'avoir et particulièrement nos intervenants ici présents, voilà, pour m'avoir fait confiance au début, pour leur accompagnement et foncer. Hein, voilà, il faut. Moi, j'ai hésité pendant des années. En 2013, j'avais déjà fait un mémoire de recherche sur la vie privée, la géolocalisation, etc. Donc voilà, ça faisait 10 ans que je tourne autour du pot et là j'y suis allé et je regrette rien. Donc voilà, foncez, faites-vous confiance et en tout cas, l'IMT pourra vous accompagner pleinement dans la réalisation de vos projets. Merci, Nicolas. Fabrice, un mot de conclusion rapide, si tu veux bien? Oui, ben, Nicolas m'ôte presque les mots de la bouche. C'est-à-dire que ce que je voulais dire, c'est que voilà, cette formation mène au métier de DPO, qui est un métier où on ne s'ennuie pas, où vraiment on peut s'amuser sur des tas de sujets différents. Il y a tous les jours des nouveautés et où en plus il y a plein d'embauches. Donc voilà, pourquoi se priver? Donc voilà, Nicolas, il ne fallait pas attendre 10 ans et c'est une bonne chose d'avoir franchi le pas. Merci. Alors juste rapidement avant de conclure à mon tour, pour faire écho à ce que disait Guita, Andy Amordon, qui a été cité tout à l'heure, qui lui a fait son alternance chez Bedrock Streaming, qui est une filiale du groupe M6, a fait sa thèse professionnelle sur l'impact du règlement de l'intelligence artificielle sur le métier de DPO. Il a décroché un poste d'IA Compliance Officer à l'issue de son alternance et notamment grâce à son expertise en droit de l'intelligence artificielle. Voilà, encore, s'il était nécessaire, un argument pour démontrer l'importance du choix du sujet de thèse professionnelle. Alors, on arrive au terme de ce webinaire. Donc, il y a peut-être une dernière diapositive, je ne sais plus. Emmanuel, est-ce qu'il y a une dernière diapositive? Ah non, pas, voilà. C'est la fin de ce webinaire. Donc, si vous avez encore des questions, il y aura un replay de ce webinaire. Et s'il vous reste encore des questions, n'hésitez pas à vous rapprocher d'Ophélie, d'Emmanuel Mousset, de moi-même, voire de Fabrice. Pourquoi pas de Guita et de Nicolas via LinkedIn, notamment. Et puis peut-être pour conclure, on peut peut-être écouter quelques paroles, parce que je suis à la SACEM maintenant grâce à cette chanson. Non, je plaisante, c'est faux. On peut peut-être écouter quelques notes musicales pour conclusion. Bonsoir à toutes et à tous.
Dans un monde numérique où tout se dévoile, les données sont reines mais les risques se voilent. L'UMS PPM, la clé de demain, pour protéger nos droits, pour tracer le chemin. Face à l'IA qui progresse et l'éthique qu'on adresse, une vision responsable pour un futur qu'on caresse. Nous sommes les gardiens des données, ensemble pour tout protéger. De l'ombre du cyber au clair de la loi, avec l'IMTBS. Merci.